On vous entend. Donc, le deuxième panel du matin sera donc dirigé par Fernand Maillard, qui jusqu'à la semaine dernière était vice-président de l'Institut des réviseurs d'entreprise en Belgique. Et je vais laisser Fernand Maillard nous présenter les membres de son panel, en tout cas ceux qui sont présents sur place. Voilà, donc dans ce panel, on va d'abord retrouver Madame Béatrice Zeué, qui est avocate au barreau de Paris et de Cologne, et ancienne coprésidente de I3E. Et puis ensuite, nous avons Monsieur Alain Pilette, que nous avons déjà entendu une première fois, donc je ne vais pas redécrire votre CV. Et puis Monsieur Alain Nuet, mais qui sera à distance, et qu'on a déjà entendu, qui est ancien premier président de la Cour d'appel de Versailles et président du comité d'orientation de l'I3E. Maître, je vous laisse la parole. C'est Alain qui commence. Oh, vous voulez, ou Alain? Il faut voir au niveau technique. On peut peut-être voir au niveau technique si Alain Nuet est disponible en ligne. Bon, Voilà, à vous la parole. Je dois vous parler du thème qui est le choix du bon expert. Alors évidemment, quand on se pose le choix du bon expert, il faut s'entendre sur ce qu'est le bon expert. Et donc, nous allons passer quelques slides. Est-ce que vous pouvez les passer Non? Vous m'entendez? Allô, allô? Plus personne. Ouais. Nous vous entendons. Vous m'entendez? Il y avait des slides qui devaient être passés. Est-ce qu'on peut les passer? Bon. Alors écoutez, on s'en passera. Bon, alors je disais donc, il fallait d'abord s'entendre sur ce qu'était le bon expert. Apparemment, sur au niveau européen, nous avons un consensus pour reconnaître qu'un expert doit être indépendant, compétent, qu'il doit faire preuve de célérité et qu'il doit être modéré dans ses coûts. Alors presque plus que la modération du coût, parce que tout travail mérite le salaire, ce qui est important, c'est que ces coûts deviennent prévisibles. Et sur ce point, tous les pays, dont la France, ne sont pas tout à fait au top en la matière. Alors, se pose ensuite le problème qui sont en fait les véritables responsables du choix de l'expert, puisque nous avons deux niveaux de choix, celui de l'autorité de recrutement et celui de l'autorité de désignation. Alors, s'agissant de l'autorité de recrutement, on constate que c'est l'autorité judiciaire ou une autorité étatique qui sélectionne les experts en vue de leur inscription sur une liste ou en vue de leur enregistrement. Il se distingue donc de l'autorité de désignation, où c'est le juge avec ou sans les parties, ou les parties, qui nomment un expert dans une affaire particulière. Alors, dans certains systèmes judiciaires, le recrutement et la désignation ne font qu'un, les juges se chargeant de trouver l'expert et de le désigner après un examen des compétences qui a parfois lieu en audience et qui donne lieu à des débats qui sont assez longs. Quoi qu'il en soit, actuellement, lorsque l'on constate ce qui se passe au niveau du Conseil de l'Europe, des 47 États, on voit que 17 États sur 47 considèrent que les juridictions ne doivent pas procéder au recrutement. Slide suivant, s'il vous plaît. Et on a constaté dans les dernières années qu'il y avait un nombre d'États qui refusaient aux juridictions, qui avaient écarté les juridictions de ce problème de recrutement. Je fais notamment allusion à nos amis belges, où le recrutement est passé au niveau du ministère, mais il y en a d'autres, il y en a 4 ou 5 autres, donc il y a une tendance de voir le recrutement confié de plus en plus à un organisme étatique, c'est-à-dire le ministère, qui est avec l'aide d'une commission de magistrats ou d'experts, ou une agence étatique ad hoc. Alors, quoi qu'il en soit, 33 pays sur 47 ont des listes d'experts. Par contre, lorsqu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit que les règles de confection sont extrêmement variables et que les critères de sélection sont de plus ou moins larges.
Et à titre d'exemple, je vous ai donné 4 États. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, l'Allemagne, nous avons des listes qui sont établies par les chambres de commerce, sauf pour les médecins. Nous avons une procédure sélective qui est organisée donc, par les chambres de commerce, qui est une sélection sur épreuve, donc avec des examens qui sont formalisés, cas théoriques et cas pratiques. Les juridictions n'interviennent en réalité que pour l'admissibilité des experts à ce concours. Et nous avons donc 8000 inscrits hors médecins. En France, nous sommes plus familiers avec ça. Les listes sont établies par les cours d'appel et la Cour de cassation. C'est une sélection sur dossier au niveau des cours d'appel et donc par l'Assemblée générale des cours d'appel ou de la Cour de cassation. Et nous comptons à peu près 15 000 experts lorsqu'on cumule les deux listes. En Espagne, les listes sont établies par les juridictions, mais elles sont liées par les propositions qui leur sont faites par les ordres et les associations professionnelles. En Italie, nous avons une liste par juridiction de premier degré, et il y a une commission ad hoc constituée d'experts, de magistrats. Par contre, ça diffère beaucoup car c'est une inscription à vie et sur titre. Il n'y a pas de véritable sélection au niveau du recrutement. Un médecin qui sort de la faculté est considéré comme un expert en médecine et pour des questions de débouchés économiques se précipite pour se faire inscrire comme expert judiciaire. Et on arrive, bien que les chiffres ne soient qu'une estimation, à environ 150 000 experts inscrits en Italie, dont 15 000 dans le seul ressort de la Cour d'appel de Naples, qui est certes une des plus grosses d'Italie, mais pratiquement ils ont le même nombre d'experts inscrits que la France en son entier. Donc, on constate à cette simple lecture que qu'il existe d'importantes différences sur les critères d'inscription et de sélection et que par voie de conséquence, le niveau de qualité des experts inscrits peut être assez différent d'un État à l'autre. Alors, s'agissant de la désignation de l'expert dans une affaire particulière, le juge est généralement responsable de cette désignation. Slide suivant, s'il vous plaît. L'expert est choisi sur la liste si elle existe, mais le juge peut toujours choisir hors liste. Le juge peut ou doit, suivant les pays, recueillir l'avis, voire l'agrément des parties. Dans certains pays, la désignation n'incombe pas au juge de l'affaire, mais à un autre juge ou à un service étatique chargé du recrutement. Notamment en Italie, c'est le cas. Le juge de l'affaire ne institue l'expertise, mais c'est le président de la juridiction ou un magistrat ad hoc qui désigne l'expert sur la liste. Évidemment, ce qui est derrière tout ça, c'est éviter des collusions entre le juge et l'expert au niveau des désignations, qui a un favoritisme dans la désignation des experts, et ils appliquent le système de la rotation, et qui est donc contrôlé assez étroitement. Dans d'autres pays, bon, c'est le service du recrutement qui est assez curieux, mais cela fonctionne. On renvoie au service qui recrute, qui lui, évidemment, est le mieux placé pour faire la meilleure répartition entre les experts des différentes mesures d'expertise. Alors, le Conseil de l'Europe est intervenu pour formuler des recommandations à l'usage des 47 pays, et ce sont des recommandations, sont dans un document qui a été pris en 2014. Slide suivant, s'il vous plaît. Le slide suivant, merci. Alors, le Conseil de l'Europe réaffirme le principe consensuel du libre choix du juge. Par contre, c'est un peu particulier, ça nous différencie, comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau de l'Union européenne. La liste pour le Conseil de l'Europe est une liste qui est facultative. L'appréciation des critères d'inscription, de sélection sont assez classiquement la compétence, l'autorité, l'indépendance, l'impartialité, la détention des moyens nécessaires et la prévisibilité des coûts. Mais il est bien souligné que cette appréciation doit se faire de manière globale et on peut constater que l'expérience de l'expert n'est pas un critère d'inscription ou de sélection. Le juge peut désigner des experts présentés par des entités professionnelles ou des organes de recrutement ad hoc,
si ces entités ou ces organes respectent les critères qui ont été posés et que j'ai énumérés. Et bien sûr, la sélection et les listes éventuelles doivent garantir un certain niveau de qualité. En 2015, dans le cadre de son guide de bonne pratique, merci de passer le slide suivant, les listes d'experts sont considérées comme la clé de voûte d'un système d'assurance qualité et qui est tout à fait essentiel pour l'IEE et pour la conférence de consensus qui a établi ces règles de bonne pratique. Alors, ce système d'assurance de qualité comprend une évaluation périodique des compétences et de la formation continue des experts dans leur métier de base, leur pratique expertale et leur formation juridique. C'est un des intérêts d'établir des listes révisées périodiquement, c'est de pouvoir réexaminer notamment si les experts suivent une formation continue et actualisent leurs connaissances dans les 3 domaines qui les concernent. Le système d'assurance qualité comprend également un retour d'informations en provenance des juridictions sur la qualité des travaux faits par les experts et la mise en place d'organismes de certification. Alors, comme je l'ai indiqué, c'est tout l'apport, à mon sens, du guide des bonnes pratiques, c'est que les listes sont indispensables car elles offrent une garantie minimale sur la qualité des experts. Le slide suivant, s'il vous plaît. Les listes ne sont pas un obstacle à la libre concurrence, car ça a été un obstacle, ça a été une objection qui a été faite aux Unions européenne. Une partie des organes de la Commission considérait que la création de listes était un obstacle à la libre installation des experts et à leur libre exercice. En fait, on a démontré qu'en réalité, la publication de listes était une manière d'assurer la transparence et de faciliter au contraire la concurrence et le libre exercice. Enfin, la création de listes d'experts européens a été déclarée souhaitable, mais malheureusement a été subordonnée par le jury de la conférence de consensus à la production par les États de statistiques sur les litiges transfrontaliers. L'idée du jury étant qu'il fallait calibrer la liste européenne au nombre de litiges transfrontaliers, alors que dans l'esprit qui était un peu celui de la doctrine de l'IE, c'était de créer cette liste européenne pour pouvoir diffuser des exemples de sélection, de critères de sélection, de manière à ce que, par capillarité, ce modèle, en quelque sorte, s'étende à toutes les listes d'experts à l'intérieur des 27 États membres de l'Union. Alors, actuellement, voyons un peu où on en est sur les travaux actuels de l'Union. D'abord, il y a eu un sursis à la création d'une expertise européenne dans l'attente d'une directive sur la procédure civile, cette directive portant sur les principes directeurs de procédure civile et l'expertise, évidemment, rentrant dans cette directive de la procédure civile, et il a semblé plus opportun d'attendre. En tout tas de cause, cette directive n'a pas vu le jour. Ensuite, on a renoncé, comme je l'ai au niveau européen, donc un peu dans la ligne de la conférence de consensus, à la création d'une liste d'experts européens obéissant à une nomenclature et à des critères. Par contre, il a paru plus aisé d'y aller par strate, de créer un répertoire européen des experts judiciaires à partir des listes nationales existantes et de publier ces listes sur le portail e-justice accompagnées d'une description du système d'expertise dans les pays considérés. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, bien vite, il est apparu que les listes nationales étaient peu fiables quant à la qualité des experts, et ça, vous l'avez vu lorsque l'on fait l'énumération dans les grands pays du nombre d'experts inscrits, et peu faciles d'emploi en l'absence de nomenclature unifiée et de critères d'inscription communs. Donc, c'est pour ça que nous avons actuellement en cours le projet Find an Expert 2,
qui fait suite au Find an Expert 1 qui a été réalisé par l'EI. Et donc, ce Find an Expert, comme vous l'énoncera Maître Desaix, a justement pour but d'établir une nomenclature consensuelle unifiée et des critères d'inscription communs sur ces listes. Donc, les difficultés que nous pouvons attendre dans ce travail, dans un premier temps, c'est d'abord comment assurer l'actualisation de la nomenclature. Compte tenu de l'évolution rapide des techniques, il faudra que ceci soit envisagé, qu'il y ait une réactivité forte pour que les juges puissent efficacement choisir un expert qui n'appartient pas à leur propre système judiciaire. L'autre problème, c'est le principe d'équivalence des diplômes. Suffit-il pour garantir l'homogénéité de la sélection? Là, c'est une autre difficulté prévisible. Troisième élément, c'est la qualification garantie par la nomenclature. Suffit-elle pour s'assurer de son adéquation avec la mission? Sur ce point, c'est en lien avec la deuxième question, la dernière question, faut-il faire apparaître l'expérience expertale? Donc, je vous rappelle qu'au niveau du Conseil de l'Europe, elle n'est pas considérée comme un élément de sélection déterminant. Alors, il y a la qualification donnée par la nomenclature et l'expérience conduirait peut-être non pas à se borner à faire une liste des experts, à en faire un annuaire des experts avec leurs spécialités telles que définies par la nomenclature, mais faire une fiche annexe dans laquelle l'expert décrirait quel a été son parcours professionnel, quelles sont les missions d'expertise qu'il a données, quelles sont ses véritables spécialités. Ceci, bien évidemment, n'est pas tranché, mais fera l'objet, évidemment, d'une réflexion à l'intérieur de la conférence de consensus qui est chargée, dans le cadre de Find an Expert 2, d'établir les critères et les critères de sélection. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et je laisserai à Maître Desaix nous parler plus amplement de Find an Expert 2. Merci à vous. Merci, M. Nuet. Si je peux compléter pour la Belgique, on vient d'avoir un registre des experts, donc c'est en ordre maintenant. Mais sachant que chez nous, l'inscription dans le registre n'est pas qu'une compétence professionnelle, il y a l'aptitude d'être expert aussi. Donc il y a une formation d'expert judiciaire qui est prévue et une formation permanente également. Donc pas d'inscription à vie, autrement dit, comme j'ai pu le comprendre dans certains pays.